Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne était sur le point d'être bouleversé? Imaginez un instant qu'au fond de la mer Rouge repose non pas une simple épave, mais les restes entiers d'une armée disparue. Des chars, des chevaux, des soldats figés dans le temps, comme si une catastrophe soudaine les avait engloutis en quelques instants. Ce n'est pas une légende oubliée ou une théorie farfelue, c'est une découverte qui pourrait redéfinir notre compréhension du passé. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner et activer les notifications, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'histoire pour toujours. Si des chars avaient réellement été retrouvés dans la mer Rouge, cela serait forcément lié à un événement bien connu, la traversée de la mer. Mais ce que certains explorateurs affirment aujourd'hui dépasse largement les récits traditionnels. Le fond de cette mer ne contiendrait pas simplement un navire englouti, mais un véritable champ de bataille. Une récente expédition utilisant des technologies de pointe aurait confirmé ce que des explorateurs amateurs évoquaient depuis des années. Des centaines de roues de chars, des squelettes de chevaux et des restes humains, parfaitement conservés sous le corail. La question est simple. Existe-t-il des preuves concrètes au fond de l'eau? Selon ces découvertes, oui. On parle de squelettes humains, de fragments d'animaux comme des chevaux et même des taureaux, ainsi que de roues d'oreilles de char clairement identifiables. Et cette découverte ne se contente pas de soutenir un ancien récit, elle pourrait le transformer radicalement. Pourtant, ce qui est peut-être encore plus troublant, c'est le silence des experts en égyptologie. Une découverte d'une telle ampleur devrait faire la une du monde entier. Et pourtant, presque rien. Pourquoi? Tout commence vers la fin de l'année 2024, lorsqu'un petit groupe très discret composé de plongeurs, d'ingénieurs et d'archéologues sous-marins lance une mission secrète. Ce n'était pas un projet universitaire classique destiné à être publié dans une revue académique ennuyeuse. Non, il s'agissait d'une opération privée, financée par des investisseurs ayant injecté plus de 10 millions de dollars. Les technologies utilisées étaient impressionnantes. Ils disposaient de sonars à balayage latéral avancé, de véhicules sous-marins télécommandés de qualité militaire équipés de caméras haute définition en 4K, ainsi que de magnétomètres extrêmement sensibles. Leur objectif n'était pas de trouver une simple relique ou une encre perdue. Ils cherchèrent quelque chose de très précis, quelque chose que la science dominante affirmait ne pas exister. Ils étaient à la recherche de l'armée perdue du pharaon. Depuis des décennies, des rumeurs circulaient à propos d'un endroit précis dans le golfe d'Aqaba, une partie de la mer Rouge. Ces récits, souvent ignorés, parlaient de roues de chars recouvertes de corail, d'ossements dispersés et des restes de l'armée égyptienne liés à l'Exode. Pendant tout ce temps, les spécialistes officiels avaient rejeté ces affirmations, les qualifiant de pseudosciences, d'illusions religieuses ou de simples spéculations. Mais cette nouvelle équipe possédait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une carte basée sur ces anciennes affirmations moquées et surtout la technologie capable de vérifier ce que personne n'avait réussi à voir auparavant. Ou peut-être ce que certains ne voulaient pas voir. Ils ont commencé par explorer méthodiquement une vaste zone. Pendant plusieurs jours, le sonar envoyait des impulsions dans les profondeurs, cartographiant le fond marin. Puis un opérateur a remarqué quelque chose d'étrange. Des formes régulières, presque parfaitement géométriques, qui ne ressemblèrent pas à des roches naturelles. L'équipe a été stupéfaite. Ces formes circulaires alignées semblaient être des roues. Sans hésiter, ils ont envoyé un petit robot sous-marin dans les profondeurs froides et obscures. Les projecteurs puissants du robot ont percé l'obscurité. Au début, rien d'inhabituel, du sable, des pierres. Puis soudain, une forme parfaitement ronde est apparue, partiellement enfouie et entièrement recouverte de dépôts marins. C'était clairement une roue de char ancienne, avec ses rayons encore visibles. En avançant et en dégageant le sable, le robot a révélé d'autres roues, encore et encore. La zone était immense, remplie d'objets dispersés sur près de 2,5 km. Face à une telle découverte, l'équipe a compris qu'elle ne pouvait pas se contenter d'observer à distance. Des plongeurs expérimentés, souvent anciens militaires, se sont préparés à descendre eux-mêmes. S'enfonçant dans les profondeurs silencieuses, ils ont réalisé l'ampleur du désastre.
Ce n'était pas une simple épave, c'était une catastrophe militaire figée dans le temps. Le fond marin ressemblait à un champ de bataille. Des fragments d'une armée entière étaient éparpillés, comme si elle avait été surprise en pleine action. Ils ont découvert des roues à 4, 6 et même 8 rayons. Ce détail est crucial, car ces types de roues correspondent parfaitement aux chars utilisés par l'armée égyptienne durant le Nouvel Empire. Les roues qui à 4 rayons étaient assez plus anciennes, tandis que celles à 6 et 8 rayons étaient en ces plus avancées, utilisées par les élites et les officiers importants. Mais il n'y avait pas que des roues. Ils ont aussi trouvé des pièces métalliques tordues, probablement des essieux, ainsi que des structures rectangulaires enchevêtrées qui semblaient être les restes des cabines des chars. Le bois avait disparu avec le temps, mais le corail avait conservé leur forme, comme une empreinte fossilisée. Et puis, il y avait quelque chose de plus troublant. Les plongeurs ont commencé à ressentir une étrange sensation, presque une peur. Ce n'était pas juste un site archéologique, c'était un cimetière. Parmi les débris, ils ont trouvé des fragments d'os, des centaines, peut-être des milliers. Des restes de chevaux étaient visibles, crânes, côtes, os des membres, positionnés comme s'ils étaient encore attachés au char. Mais il y avait aussi des restes humains, des colonnes vertébrales, des bassins, des fragments de crâne, tous mélangés dans un chaos indescriptible. Ce n'était pas un simple lieu d'abandon. C'était l'endroit où une armée entière avait été anéantie en un instant. Et c'est là qu'une découverte encore plus incroyable a été faite. Un plongeur, en éclairant une formation de corail, a remarqué un éclat inhabituel. Sous la surface dure du corail, quelque chose brillait. Une lueur dorée, discrète mais distincte. Cela semblait confirmer l'une des affirmations les plus incroyables. Parmi les débris, il pourrait y avoir une roue de char recouverte d'or, appartenant peut-être à un général important, ou même au pharaon lui-même. Il ne pouvait pas la déplacer. Le corail l'avait solidement emprisonné, comme si la nature elle-même avait décidé de préserver cet objet pour l'éternité. Tenter de l'extraire aurait signifié la détruire. Alors l'équipe a fait la seule chose possible, documenter. Des centaines de photos, des heures de vidéos en haute définition, chaque détail enregistré avec précision. Ils savaient que ce qu'ils avaient trouvé ne concernait pas seulement quelques chercheurs. Cela avait le potentiel d'ébranler le monde entier. Mais malgré l'ampleur de la découverte, une réaction inattendue s'est produite, le silence. Pas d'annonce majeure, pas de conférence internationale, pas de débat scientifique visible. Rien. Ce mutisme était d'autant plus étrange que les implications étaient gigantesques. Ce qu'ils avaient découvert contredisait directement plus d'un siècle de certitudes établies sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Et ce n'était que le début. La prochaine question était encore plus importante. Pourquoi cet endroit précis? Pourquoi cette zone du golfe d'Aqaba? Et c'est ici que l'histoire devient encore plus fascinante. Le site de plongée n'avait pas été choisi au hasard. Il correspond à une caractéristique géographique extrêmement rare sur Terre. Le golfe d'Aqaba est connu pour ses profondeurs impressionnantes. À certains endroits, le fond plonge brutalement jusqu'à plus de 1500 mètres, formant un immense canyon sous-marin. Une véritable faille impossible à traverser à pied, sauf à un endroit précis. Exactement là où les plongeurs ont fait leur découverte, il existe une sorte de pont naturel sous-marin, une vaste plateforme qui traverse le golfe sur plusieurs kilomètres. Ce passage relie une grande plage en Égypte, connue sous le nom de Nuweiba, à la côte de l'Arabie Saoudite. Ce qui rend ce lieu unique, c'est que de chaque côté de cette plateforme, le fond marin chute brutalement dans des profondeurs extrêmes. Mais au centre, cette route naturelle reste relativement peu profonde. Bien sûr, peu profonde est un terme relatif. Elle descend tout de même jusqu'à environ 270 mètres. Mais comparé au gouffre de plus de 1500 mètres autour, cela ressemble à un chemin surélevé. Les images sonars sont claires, une structure massive, plate, comme une route invisible sous l'eau. Et voici ce qui est troublant. C'est le seul endroit dans tout le golfe où un groupe ancien aurait pu envisager de traverser. Ce détail correspond parfaitement au récit ancien. Plage de Nuweiba est vaste, mais elle est entourée de montagnes abruptes et infranchissables sur les côtés. Il n'y a qu'une seule entrée, par l'ouest, et aucune sortie.
sauf vers la mer. Et exactement à cet endroit se trouve ce pont sous-marin. C'est un détail géographique incroyable, car il est invisible depuis la surface. Il ne peut être détecté qu'avec des technologies modernes. Pourtant, les anciens récits semblent pointer précisément vers cet endroit. Le paysage lui-même devient une preuve silencieuse. Et ce n'est pas tout. La manière dont les objets sont dispersés suit exactement ce pont. Une traînée de roues, d'ossements et de débris s'étend sur plus de 2 kilomètres, comme si une armée entière avait été prise au piège en pleine traversée. Ce lieu explique aussi pourquoi les objets sont encore là aujourd'hui. La profondeur relative les a protégés des tempêtes, des ancres de navires et des pillages pendant des millénaires. Les parois abruptes autour ont favorisé l'accumulation de sédiments, recouvrant progressivement les objets. Et surtout, les conditions étaient idéales pour la formation de corail. Le corail a agi comme un ciment naturel, recouvrant les structures des chars, bois, bronze, cuir et préservant leur forme. Même lorsque les matériaux d'origine se sont décomposés, leur empreinte est restée. Les plongeurs ont littéralement découvert des fossiles de chars. Sans cet environnement unique, tout aurait disparu depuis longtemps. Ce passage étroit explique également pourquoi il y avait autant d'objets. Une armée entière, composée de chars, de chevaux et de soldats, contrainte de traverser un corridor étroit de plusieurs kilomètres, n'avait aucune possibilité de manœuvre. Quand la catastrophe a frappé, il n'y avait aucune issue. Ils ne pouvaient ni se disperser, ni fuir sur les côtés. Ils étaient empiégés. C'est ce qui explique l'ampleur du site. Et cela répond aussi à un argument souvent avancé par les sceptiques, celui du simple naufrage. Car ce n'est pas un naufrage, ce sont des centaines de chars militaires, tous de la même époque, alignés le long du seul passage possible dans tout le Golfe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un événement. Mais alors, qui a découvert cet endroit en premier? Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Tout remonte à un homme que beaucoup ont considéré comme fou pendant des décennies, Ron Wyatt. Il n'était ni professeur, ni archéologue reconnu. Il était infirmier anesthésiste, originaire du Tennessee. Mais il avait une conviction profonde. Les récits bibliques étaient un des événements historiques réels, et ils pouvaient être prouvés. Dans les années 1970, il s'est mis en tête de trouver le véritable lieu de la traversée de la mer Rouge. Contrairement aux théories dominantes qui parlaient de marais peu profonds, dans le nord de l'Égypte, Wyatt pensait que la description correspondait à une mer profonde, capable d'engloutir une armée entière. Ses recherches l'ont conduit au golfe d'Aqaba, et plus précisément à la plage de Nuweiba. Son raisonnement était simple. Si un peuple s'était retrouvé piégé entre des montagnes et la mer, alors cet endroit correspondait parfaitement. Et s'ils avaient été traversés, alors les restes de l'armée poursuivante devaient se trouver au fond de l'eau, sur ce fameux pont sous-marin. Alors, en 1978, avec un équipement de plongée rudimentaire, un petit bateau et une détermination sans faille, il a fait ce que personne d'autre n'avait tenté, il a plongé. Ce qu'il a affirmé avoir trouvé correspond exactement à ce que l'expédition moderne a redécouvert. Il parlait de roues de char recouvertes de corail. Il disait même avoir récupéré un moyeu. Il avait pris des photos sous-marines, mais leur qualité était médiocre, ce qui les rendait faciles à critiquer. Pourtant, il a continué. Lors de plongées ultérieures, il a affirmé avoir trouvé encore plus de preuves. Et surtout, il a déclaré avoir localisé une roue de char en or, faiblement visible sous le corail. Quand il a partagé ses découvertes, la réaction du monde académique a été brutale. Il n'a pas été ignoré, il a été ridiculisé. On l'a traité de charlatan, de pseudo-scientifique, de fanatique religieux. Ses idées ont été rejetées sans appel. Et il faut dire que ses autres affirmations n'ont pas aidé. Il prétendait également avoir trouvé l'arche de Noé, le véritable mont Sinaï en Arabie Saoudite, et même l'arche d'Alliance. Pour les scientifiques, cela ressemblait plus à une chasse au trésor qu'à une recherche sérieuse. Ces découvertes sur la mer Rouge ont été classées comme fiction. Pendant plus de 40 ans, le site a été considéré comme une invention. Mais voici ce qui rend tout cela troublant. Ron Wyatt est mort en 1999, mais il n'a pas emporté ces informations avec lui. Il a laissé derrière lui des cartes, des coordonnées précises,
des indications sur l'emplacement du pont sous-marin et du champ de débris. Et l'expédition de 2024 ne cherchait pas au hasard. Elle utilisait ces cartes, leur technologie moderne, sonar avancé, caméra haute définition, a confirmé point par point ce qu'il avait décrit. Le pont sous-marin est réel. Les roues à 4, 6 et 8 rayons sont là. Les ossements sont présents. Et même cet étrange éclat doré a été observé. C'est ce qui rend la situation si controversée. Pendant des décennies, les experts ont rejeté cet homme comme un imposteur. Et maintenant, des données modernes semblent montrer qu'il avait, au moins en partie, raison. Cela oblige à reconsidérer non seulement ses découvertes, mais aussi tout ce que l'on pensait savoir. Et cela mène à une question encore plus troublante. Si tout cela est vrai, alors comment un tel événement a-t-il pu se produire? C'est ici que l'histoire bascule complètement, parce que la question la plus importante n'est plus où ni quoi, mais comment. Comment une mer entière aurait-elle pu s'ouvrir, laissant un passage sec, puis se refermer avec une telle violence qu'elle aurait anéanti une armée entière? Pendant longtemps, la science classique a rejeté cette idée comme impossible, et pourtant, face à ces nouvelles observations, certaines hypothèses commencent à émerger. La première théorie, étonnamment, reste dans le domaine du naturel. Elle repose sur un phénomène bien connu mais rarement compris dans toute son ampleur, le tsunami. Il y a environ 3500 ans, une éruption volcanique gigantesque s'est produite sur l'île de Santorin, en Grèce, appelée à l'époque Terra. Cette explosion a été l'une des plus puissantes de toute l'histoire humaine, projetant des cendres sur des milliers de kilomètres et provoquant des bouleversements climatiques majeurs. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce type d'éruption peut générer des tsunamis massifs. Et surtout, un tsunami possède une caractéristique étrange et terrifiante. Avant que la vague ne frappe, la mer se retire. Elle recule de manière spectaculaire, parfois sur plusieurs kilomètres, exposant le fond marin. Pour quelqu'un vivant dans l'Antiquité, cela aurait semblé surnaturel. Imaginez la scène, un groupe de personnes bloquées face à la mer. Soudain, l'eau commence à disparaître, révélant un passage. Le fond marin devient visible. Une route apparaît là où il n'y avait que de l'eau quelques instants auparavant. Selon cette hypothèse, les fugitifs auraient pensé profiter de ce moment pour traverser le pont naturel du Golfe. Derrière eux, l'armée égyptienne, voyant l'opportunité, se serait engagée à leur poursuite. Mais le retrait de l'eau n'était que la première phase. La seconde était bien plus destructrice. Lorsque la vague revient, elle ne revient pas doucement. Elle se transforme en un mur d'eau gigantesque, avançant à grande vitesse. Si l'armée se trouvait au milieu du passage à ce moment-là, elle n'aurait eu aucune chance. Le poids des chars, la confusion, la boue du fond marin, tout cela aurait ralenti leur progression. Et lorsque la vague aurait frappé, elle aurait tout balayé en quelques instants. Cette théorie explique plusieurs éléments. La séparation temporaire de l'eau, le passage, puis la destruction soudaine. Mais pour certains, cela ne suffit pas. Une autre hypothèse, bien plus controversée, relie directement cet événement à un objet mystérieux souvent mentionné dans les récits anciens, l'Arche d'Alliance. Et cette idée est liée une fois de plus aux Itiati Rosekeva et un bon programme. Affirmation de Ron Wyatt. Selon cette théorie, l'arche ne serait pas simplement un objet religieux, mais un dispositif technologique avancé, aujourd'hui incompris. Certains vont jusqu'à suggérer qu'il s'agissait d'une sorte de générateur d'énergie, voire d'une arme. Dans ce scénario, les fugitifs n'auraient pas seulement fui l'Égypte, ils auraient emporté avec eux un secret extrêmement puissant. Le pharaon ne les aurait pas poursuivis uniquement pour récupérer des esclaves, mais pour reprendre ce qu'ils avaient été volés. Arrivés face à la mer, piégés, ils auraient utilisé cet objet. Une énergie inconnue aurait été libérée, repoussant les eaux et créant un passage. Les murs d'eau auraient été maintenus à distance par cette force invisible. Ils auraient traversé. L'armée, emportée par la colère, se serait engagée derrière eux. Puis, une fois tous au milieu, le mécanisme aurait cessé de fonctionner. Les eaux, libérées, seraient refermées instantanément. C'est une idée difficile à accepter,
mais elle tente d'expliquer certains détails étranges présents dans les récits. Des colonnes de feu, des phénomènes lumineux, des manifestations d'énergie. Et ce n'est pas la seule théorie extrême. Une troisième hypothèse parle d'une technologie encore plus étrange, le pouvoir du son. Certains chercheurs alternatifs pensent que des civilisations anciennes possédaient une connaissance avancée des vibrations et des fréquences. Selon eux, certaines fréquences sonores pourraient influencer la matière, voire déplacer des masses d'eau. Dans ce scénario, un dispositif, peut-être un bâton, peut-être un autre instrument, aurait généré une fréquence spécifique capable de repousser l'eau, créant un passage temporaire. Ce mur sonore aurait maintenu la mer ouverte, jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Et comme dans les autres théories, le résultat aurait été le même, une destruction soudaine et totale de l'armée. Que l'on parle de catastrophe naturelle, de technologie oubliée ou d'intervention inconnue, toutes ces hypothèses convergent vers une même conclusion. Quelque chose s'est produit dans ce golfe, quelque chose de suffisamment puissant pour anéantir une armée entière et laisser derrière elle des traces encore visibles aujourd'hui. Mais alors, si des preuves existent, pourquoi n'en parle-t-on pas ? Pourquoi ce silence persistant ? C'est ici que l'on touche au cœur du problème. Depuis plus d'un siècle, la majorité des spécialistes non religieux considèrent que l'Exode, tel qu'il est décrit, n'a pas eu lieu à grande échelle. Cette position est enseignée dans les universités, intégrée dans les manuels scolaires et considérée comme une vérité établie. Leur argument principal est simple. Il n'y a pas de preuves archéologiques massives dans le désert du Sinaï. Pas de traces de millions de personnes errant pendant des décennies. Pas de campement, pas de sépulture, pas d'objets. De plus, aucun texte égyptien connu ne mentionne la destruction totale d'une armée de chars en une seule journée. Toute la chronologie de l'Égypte ancienne, la puissance de ses dynasties et la compréhension de son histoire reposent sur ces absences. Alors, intégrer un événement comme celui-ci serait bouleverser tout le système. Et c'est là que le problème devient humain. Si un chercheur a passé 30 ans de sa vie à affirmer que cet événement est un mythe, comment pourrait-il soudain accepter qu'il s'est trompé ? Cela remettrait en question toute sa carrière, ses publications, son enseignement. Admettre cela ne serait pas juste corriger une erreur, ce serait tout reconstruire. Alors, la réaction la plus simple est souvent le silence, ou le rejet, ou la critique. Mais ce silence soulève une autre possibilité, plus inquiétante. Et si les implications allaient bien au-delà du monde académique ? Et si cette découverte ne concernait pas seulement l'histoire, mais aussi la religion, la politique et l'équilibre mondial ? Et c'est là que la situation devient vraiment troublante. Si ce site était officiellement confirmé comme étant les restes de l'armée du pharaon, cela ne serait pas seulement une découverte archéologique majeure, ce serait une preuve tangible d'un événement considéré comme miraculeux. Dans un monde déjà marqué par des tensions religieuses et politiques, les conséquences seraient immenses. Cela donnerait un poids concret à des textes anciens, bouleverserait des croyances établies et pourrait redéfinir les équilibres entre différentes visions du monde. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Certaines preuves semblent disparaître. Ron Wyatt affirmait avoir découvert une roue de char en or, un objet exceptionnel qui aurait pu appartenir à une figure de très haut rang. Selon lui, cet artefact aurait été remonté, documenté, puis aurait mystérieusement disparu. Aucun enregistrement officiel, aucune exposition, aucune confirmation. Comme si cette pièce n'avait jamais existé. Et plus récemment, l'expédition moderne a remarqué des anomalies. En comparant leurs données avec les anciennes cartes, certaines zones du site semblent avoir changé. Là où se trouvaient autrefois des objets identifiables, il y a maintenant du vide. Des traces sur le fond marin suggèrent que certains éléments auraient été déplacés, voire retirés. Est-ce l'effet du temps ou l'intervention humaine ? C'est la question qui reste sans réponse. Alors, que penser de tout cela ? S'agit-il de la plus grande découverte archéologique de notre époque ou d'une illusion construite sur des décennies ? Et si c'est réel, or pourquoi tant d'efforts pour garder le silence ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que certaines vérités ne restent jamais cachées éternellement.